Soyez la bienvenue. Nous allons aujourd'hui aborder un thème extrêmement important qui vient à son heure relativement à la crise alimentaire dans le contexte de la guerre ukrainienne et dans le contexte du Covid. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au président Tidiane Tall, notre doyen, celui qui va présider l'atelier. Je vous remercie d'être venu. Merci, Maître Babou. Donc, en réalité, nous avons une allocution de Maître Babou, président des EAD, allocution du président du conseil scientifique, Mokhtar Sylla, ici présent. Le modérateur, je crois qu'il n'aura pas besoin d'une allocution. Donc, à la limite, sans plus tarder, on va donner la parole à Mokhtar Sylla d'abord. Ce que nous faisons aujourd'hui, cet exercice, participe de la volonté d'un groupe de Sénégalais d'origine, de professions diverses, d'expériences diverses, qui, il y a quelques années, maintenant bientôt 2 ans, essaie de constituer une sorte un peu de laboratoire de réflexion, d'échange, de partage, dont la finalité, la seule finalité est l'action au service de notre pays. Dans le contexte que nous connaissons actuellement, qui dit-on de crise, de guerre, d'opérations militaires selon les modes de communication empruntés par les uns et par les autres, notre pays, l'Afrique de manière générale, le monde est interpellé. Et c'est de bon augure et une excellente occasion que nous puissions échanger entre nous avec des amis, des partenaires, pour voir les solutions à apporter à cette question essentielle qui est l'alimentation. Car pour nourrir la réflexion, et comme le disait Beaumarchais parlant des droits d'auteur, pour vivre et atteindre la gloire en 365 jours l'an, il faut pouvoir tenir et se mettre quelque chose dans le ventre. Je n'en dirai pas plus. Merci d'être là. Nous n'avons pas, en réalité, d'institution de débat. Et c'est peut-être une carence extraordinaire dans notre pays. La démocratie est nourrie par le débat, surtout les débats citoyens. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'action politique directe, mais qui quand même font partie de la société et par moments ont des opinions. À l'époque, nous avions de très grandes institutions qui, tous les jours presque, nous sollicitaient. Et il y avait une curiosité d'apprendre et en même une volonté d'apprendre telle que de toute manière, parfois on y faisait des choses qui, en réalité, débordaient même les convictions des hommes du pouvoir. Ça a été le cas pour le Club Nation et Développement, ça a été le cas pour le GER. Les étudiants avaient effectivement des institutions de débat qui étaient extrêmement bien animées. Comme il l'a dit, c'était presque nos contradicteurs. Ce que je vois, par exemple, à l'époque, il y a des choses, effectivement, les premiers intervenants étaient toujours nos étudiants. Peut venir maintenant, évidemment, une autre catégorie de gens, mais en fait, les étudiants étaient aussi concernés par le débat, les débats qui étaient menés. Alors, je me dis au fond, j'ai une très grande joie de rencontrer effectivement des hommes de qualité. Matar en est un. Et Sen aussi, je l'ai vu tout à l'heure, il a dû disparaître, non, il est allé se cacher là-bas. Alors, mais ça, ce sont des hommes de qualité. Chaque fois quand je veux taquiner les hommes de presse de chez nous, je leur dis, vous savez, dans toute chose, il y a un maître. Il y a effectivement un professeur, une référence.
Je le dis, vous débrouillez bien, parce que les conditions de travail de la presse, nous les connaissons, elles sont lamentables. Et elles sont vraiment des conditions absolument terribles. Mais vous n'avez pas, effectivement, quelqu'un comme Tarsila, qui par moment, oriente et réoriente. Et c'est important, parce que pour le faire, il faut beaucoup de compétences. Donc, c'est un grand plaisir de le rencontrer autour de cette table et de pouvoir, effectivement, échanger quelque peu sur, justement, une question qui est extrêmement importante. Je voudrais aussi remercier Maître Babou. Vraiment, quand il m'a demandé d'intervenir, il n'y a absolument aucune difficulté. Je serai là, Inch'Allah, si encore mon âge me le permet. Mais en fait, je pense que c'est une très bonne chose, évidemment, qu'il nous amène à discuter sur un problème aussi important. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de choses de nouveau à dire. Il n'y a pas de nouveauté. Tout a été dit, il faut seulement le redire, peut-être avec les paradigmes, les concepts et les circonstances du moment. Mais en réalité, il n'y a pas de mystère. Alors, quand il m'a proposé ce thème, j'ai trouvé extrêmement alléchant, d'autant plus alléchant que moi-même, j'avais fait un petit mot très, très taquin dans mon Facebook. Et j'avais dit au fond, en réalité, pourquoi tout ce tapage autour de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, je voulais dire, pourquoi tout ce tapage? Est-ce que les menaces qu'on nous souligne, parfois avec une agressivité extraordinaire, comme quoi la famine est devant nous, et que de toute manière, cette guerre risque précisément de nous amener vers une famine encore jamais connue. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière tout ça? Pourquoi veut-on à tout prix nous tenter de montrer qu'en définitive, les Africains doivent s'attendre à une famine terrifiante? Je vais tout à l'heure rappeler quelques mots qui sont avancés. Je me suis demandé, mais en réalité, quelles sont les motivations profondes des uns et des autres? J'ai trouvé peut-être 3 motivations. La première, c'est un justificatif facile pour nos dirigeants, dont les politiques agricoles ont lamentablement échoué. Je me dis, bon, peut-être que là, on va nous dériver sur effectivement des causes externes qui n'ont rien à voir avec précisément les situations difficiles que nous allons traverser. Peut-être c'est une motivation. Une autre motivation me semble être justement celle des Occidentaux. On avait pensé que la guerre contemporaine était terminée. On avait même dit au fond que, de toute manière, les conflits désormais étaient des conflits qui étaient localisés, mais ce n'étaient jamais des armées-nations qui s'affrontent. Quelques chercheurs ont été jusqu'à dire, bon, la guerre, de toute manière, dans ses formes classiques, type Deuxième Guerre mondiale, n'arrivera plus jamais, parce qu'on peut s'autodétruire. Et que toutes les guerres modernes se terminent toujours par des matchs nuls. À partir de ce moment, bon, il n'y aura plus de guerre, il y aura peut-être des terrorismes, et la plupart du temps, le terrorisme, on a tendance à le déplacer en Afrique. On a tendance à dire que nous sommes les plus menacés précisément par cette forme contemporaine de déstabilisation. Et alors, et pour lutter contre ce terrorisme-là, où il n'y a pas d'armée classique,
on nous propose effectivement une armada militaire qui n'a rien à voir. Si bien que les 3/4 des interventions de ce type, n'est-ce pas, ont échoué. La dernière, c'est l'intervention, effectivement, quand vous regardez, française au Mali. Quand vous regardez Barkhane, vous dites, avec cette soldatesque et leur équipement, etc., ces avions, qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que cette armada militaire peut vaincre simplement quelqu'un qui a un Kalachnikov s'il en a un, quelques petits machins, quelques petits outillages, etc. Est-ce qu'on peut les dépister par, en réalité, justement, cette armada militaire? Et on a l'impression qu'au nom, précisément, au nom du terrorisme, on réinstalle ce que nous avions rejeté, c'est-à-dire les présences militaires, sous leur forme classique. Alors, je me suis dit donc, probablement, il y a des personnes qui ont intérêt, effectivement, de nous faire rentrer dans cette guerre avec laquelle nous n'avons absolument rien à voir. Alors, c'est peut-être une deuxième raison. Troisième raison est maintenant celle des chercheurs. J'ai essayé d'interroger précisément les recherches contemporaines sur les marchés céréaliers. J'ai interrogé au moins quelqu'un que je connais très bien, personnellement, Pierre Chalmin, dont la spécialité est effectivement de surveiller le comportement des marchés céréaliers. Donc, quand M. Babou m'a proposé le thème, j'ai dit, ah bon voilà, c'est une bonne opportunité, bien entendu, pour expliquer, ou en tout cas, lancer un débat pour précisément, non pas simplement sur l'incidence de la guerre, mais l'incidence des crises, qu'elles soient financières 2008, qu'elles soient sanitaires avec le Covid, et qu'elles soient effectivement celles que nous sommes en train de vivre et qui proviendraient précisément justement de quel comportement des marchés financiers internationaux, parce que on constatera que prenant les céréales, le riz notamment qui nous intéresse, maintenant, beaucoup de ces céréales sont rentrées en bourse. Alors évidemment, et font l'objet d'une spéculation extraordinaire, surtout quand vous avez effectivement des pays demandeurs comme la Chine, mais qui sont des pays demandeurs solvables, ou alors quelques pays du Moyen-Orient, etc. Alors, ceci m'a donc amené à dire, mais maintenant, interrogeons les chercheurs pour savoir exactement quels sont les véritables incidents. Et Chalmin m'a envoyé un texte, parce que c'était même peut-être en dehors de cette conférence, quand je faisais cette petite note. Alors, il m'a envoyé un texte, et évidemment avec une annotation. Bonne chance et bonne rentrée dans la guerre russo-irakienne, ukrainienne. Alors, je me suis dit, mais comme c'est un type qui est extrêmement très farceur, j'ai compris qu'au fond, on était sur la même ligne. Au fond, on veut nous faire entrer dans une guerre qui n'est pas la nôtre, en nous faisant probablement oublier non seulement les guerres qui sont chez nous, mais également la situation de crise. Alors ça m'a permis de sortir dans ma bibliothèque un ouvrage qui est celui-là, écrit en 1980, l'État, le technicien, le banquier face aux défis du monde rural sénégalais.
où effectivement j'ai essayé à l'époque de voir exactement quels sont les problèmes qui se posent effectivement au niveau de l'agriculture. Où sont les problèmes et comment on les résout. Alors, là vraiment j'abandonne mon texte. Hein, j'abandonne mon texte. Vous pouvez je vous le donnerai, mais vous pouvez le distribuer aux autres comme vous voulez. Alors, dans cet ouvrage, notamment, il y a eu deux parties qui sont essentielles. J'ai dit au fond, nous n'avons jamais fait une analyse complète de notre agriculture. Nous n'avons pas, ça a manqué. Évidemment, René Dumont nous a blessés, agressés pour que nous puissions évidemment donner une importance particulière à notre agriculture. Et ensuite, nous rappeler en définitive que l'Occident a fait sa révolution industrielle d'abord par une révolution agricole, une révolution agraire. Mais une révolution agraire, de toute manière, ça veut dire quoi? Qu'on connaisse très bien les structures de l'agriculture, depuis l'agriculture paysanne, etc., jusqu'aux différentes interventions, l'agriculture des multinationales, des firmes, etc. Tout ça constitue évidemment une connaissance de l'économie agricole de manière générale. Mais il y a aussi une connaissance des acteurs au niveau de l'agriculture. Qui sont les acteurs? Est-ce que les acteurs sont préparés à précisément accepter, si vous voulez, un certain nombre de comportements qui soient des comportements rationnels, leur permettant d'avoir des exploitations, une gestion des exploitations qui obéissent à peu près aux normes. Justement aux normes de rentabilité et autres. J'ai essayé de faire ce travail-là à l'époque. Je me suis dit, ça nous permettra de mieux découvrir, évidemment, l'agriculture, et maintenant, à partir de là, de nous donner une vision stratégique claire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Évidemment, chacun dit l'agriculture sera le moteur de notre développement. Tous les présidents l'ont affirmé, réaffirmé, un peu partout. Il n'y en a pas un qui n'a pas pensé qu'à un moment donné, il faut faire de l'agriculture le pôle moteur de notre développement. Et vous ne pouvez pas avoir ce pôle moteur ne s'est jamais allumé. Depuis qu'on en parle, ça ne s'est jamais allumé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un problème. Alors, en faisant ce texte, je me suis dit, au fond, reprenons simplement ce que nous avions dit à l'époque, amélioré par la suite par différentes réformes. Alors, au départ, il y avait Mamadou Dia. C'était peut-être l'une des meilleures options dans l'agriculture. C'est ce que j'ai appelé l'agriculture par l'État développeur. Dia était convaincu que de toute manière, notre développement passerait par l'agriculture. Et il était également convaincu qu'il fallait effectivement avoir en réalité une politique agraire qui puisse partir des paysans et ensuite aboutir effectivement à dégager un surplus, lequel nous permettait de financer maintenant le reste de notre économie. Et il en était convaincu. Et une fois d'ailleurs, quand il a fait son ouvrage, par la suite, il l'avait fait lire, et je lui disais, je suis d'accord à presque 200%, n'est-ce pas, sur ce que vous avez dit. La seule chose, c'était bien de faire ces institutions de mobilisation du paysanat. C'était très bien de le faire.
c'était bien également de réformer tout le circuit agricole, tout le mécanisme de l'agriculture coloniale. C'est-à-dire, qui passait fondamentalement par l'arachide. Évidemment, je vous disais maintenant, le problème que vous n'avez peut-être pas réglé, c'est que quelle est la place de la petite exploitation individuelle? Et quelqu'un, un chercheur sénégalais qui s'appelle Jacques Faye, directeur qui a été par la suite directeur de l'ISRA, a fait un travail de sociologie rurale extrêmement important pour voir exactement quelles sont la petite exploitation, quelles sont ses possibilités. Alors, là j'avais dit au président Dia, peut-être qu'en prenant ces aspects, vous pouvez améliorer encore ce que vous avez fait. Il m'avait dit, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Et puis, j'ai passé ma vie, peut-être, au repos. Si à l'époque, je savais toute cette documentation avec une intelligence vive, capable de comprendre, j'allais améliorer. Mais il m'a dit, mais écoute, prends ça et puis toi, tu l'améliores. Je lui ai dit, mais je ne suis pas très, très loin aussi. Alors, je suis en voie de vieillissement aussi. Il faudrait considérer que de toute manière, il y a mon assistant qui est là, à l'UNSEC, qui est un docteur en sciences économiques, très sérieux, très compétent. Je me suis dit, bon, si j'ai 4 ou 5 comme ça, alors, bon, peut-être que moi aussi, je leur filerai la patate chaude pour qu'ils puissent effectivement faire ce que nous n'avons pas pu faire tous. J'ai donc analysé cette partie, j'ai réanalysé cette partie, ce que j'avais déjà fait en 80 dans cet ouvrage. J'ai réanalysé cette partie et j'ai vu précisément les orientations étaient bonnes, mais la gestion était mauvaise. Parce que toutes les sociétés d'intervention dans le monde rural ont été déficitaires. Et étaient presque des sociétés budgétivores. Si vous voulez créer un surplus et qu'en définitive, les rentes que vous avez, vous les consacrez au paiement précisément de la bureaucratie de gestion de l'agriculture, ça ne vous fait pas avancer. Alors, ça a amené à peu près ce qu'on a appelé la période de la crise de l'agriculture. Ce n'était pas seulement la crise de l'agriculture, c'était la crise de l'économie sénégalaise de manière générale. Parce que, en fait, au sortir de notre indépendance, nous avons affronté un certain nombre de difficultés avec une économie qui était effectivement quelque peu branlante. Et nous avons donc finalement fait appel aux institutions financières internationales qui nous ont imposé les programmes d'ajustement structurel. Je dis toujours, c'était des programmes dont l'objectif était de construire un capitalisme sans les capitalistes locaux, avec un autisme, un aveuglement absolument inconnu. Alors, on a commencé à reconceptualiser à peu près tout le fonctionnement de l'économie nationale, mais à la lumière précisément des orientations des institutions financières internationales. Et l'agriculture n'a pas été mise de côté. Quand on a fait les programmes généraux d'ajustement structurel, alors on s'est intéressé à l'agriculture. On a créé le programme d'ajustement structurel de l'agriculture. Ce programme-là disait au fond, il faut démanteler. Démantelons systématiquement toutes les institutions d'encadrement qui ont été mises en place par Mamadou Dia. Et qu'on a continué d'ailleurs un moment. Alors, l'orientation était très simple.
je ne rentre pas dans le détail, on ne s'en sortirait pas. Mais l'orientation était simple. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait libéraliser en premier lieu. Et il fallait privatiser, il fallait réguler. C'était ça la trilogie qui portait à peu près l'ajustement de l'agriculture, comme d'ailleurs l'ajustement global. La libéralisation, oui. Personne n'était contre. Si en réalité nous avons vu précisément, nous avons vu l'écroulement du système socialiste mondial, c'était une libéralisation qui est venue trop tard, ou trop tardivement. Quand nous reprenons les derniers grands économistes soviétiques, Nemchinov, Trapezhnikov et bien d'autres, ils disaient au fond, nous ne pouvons pas continuer à effectivement tout planifier. Il faut nécessairement qu'il y ait une bonne dose de libéralisation. C'est que d'ailleurs les Chinois ont très bien compris tout de suite dans les programmes, dans les politiques économiques. La libéralisation d'abord. La privatisation. Alors, la privatisation, elle a concerné particulièrement là où l'État développeur avait effectivement des instruments d'action, notamment ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les monopoles naturels, l'eau, l'électricité, etc., le téléphone, les télécommunications, etc., qui étaient de secteurs fondamentaux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? En privatisant, évidemment, ça a été presque des opérations de bradage. J'ai suivi la privatisation de tous ces secteurs-là. Rare était l'association dans ces opérations de notre secteur privé national. Donc, on a transféré simplement, comme on dit, nos bijoux de famille à d'autres. Parfois même, on les a donnés. On les a offerts généreusement à des agents extérieurs. Alors, dans le développement de l'agriculture, nous allons voir justement que les orientations n'étaient pas très claires. Et dans cet ouvrage, je disais à l'époque, au fond, s'il y a un secteur où nous pouvons avoir précisément des performances évidentes, c'est l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous avions tous les facteurs de modernisation étaient disponibles. L'eau, le Sénégal n'est pas dans la zone précisément très très sahélienne. Et premièrement et deuxièmement, nous avions le barrage de Diamant. Nous avions même fait une étude sur l'après-barrage. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Quelles sont les opérations qui pouvaient être menées au niveau de l'après-barrage? Bon, on s'est aperçu que de toute manière, les barrages, les barrages qui sont créés dans les régions, il y en avait 2 ou 3, plus le barrage de Diamant, ça fait 4 ou 5, n'est-ce pas, il y avait suffisamment un potentiel hydraulique qui permettait effectivement d'avoir à peu près toutes les cultures, y compris maintenant cette particularité de la zone des Niayes, n'est-ce pas, qui peuvent précisément faire du maraîchage au premier degré, mais à condition que de toute manière l'on connaisse les motivations profondes de la petite exploitation et lui donner les moyens, le crédit, etc. Alors, donc, premier facteur, l'eau est là. Deuxième facteur, la terre est là. Si nous prenons le taux d'utilisation des terres à l'époque, c'était 30%. Il y avait 70% de terres qui étaient en friche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire au fond que nous n'avons pas une contrainte foncière importante. Alors, troisième élément, nous avions le paquet technologique. Pour ce qu'on voulait faire, si le paquet technologique n'était pas disponible, nous pouvions l'importer, l'importer de l'extérieur,
par le biais des transferts technologiques. Alors, d'autant plus qu'une bonne partie du paquet technologique indispensable à l'agriculture sénégalaise était disponible au niveau d'une institution que Mamadou Dia avait créée, l'Institut l'ISRA. Alors, on savait comment cultiver l'arachide, quelles sont les bonnes semences d'arachide. D'ailleurs, à un moment, à une période, on était le deuxième producteur d'arachide en Afrique, après le Nigeria. Alors, on savait faire du mil un peu partout, parce que le mil était la céréale de départ et d'alimentation précisément, n'est-ce pas? On savait faire le maïs, on savait aussi quelles sont les semences les plus performantes, etc., etc. Donc, l'eau, la terre, et puis ensuite le paquet technologique. Qu'est-ce qui manquait pour faire une révolution technologique? Ce qu'on appelait la révolution verte en Asie, ça a été effectivement, ça a été fait à partir de ça, d'autant plus que d'ailleurs, si nous réfléchissons bien sur les agricultures asiatiques, l'avantage qu'on a sur eux, c'est que nos terres sont légères et les leurs lourdes. J'ai interrogé quelques agronomes, ils m'ont dit en fait, nous pouvons avoir des productivités du travail beaucoup plus importantes en Afrique qu'en Asie. Parce qu'en Asie, il leur faut les buffles, etc. Donc, des animaux de traction qui soient extrêmement forts. N'est-ce pas? Nous avons l'âne et le cheval. Bon, donc, cela veut dire seulement que là encore, nous avions un avantage relatif de départ. Et ajoutez à ça, le fait que l'agriculture pouvait être pluviale. Elle l'était principalement. Et en dehors, j'ai essayé de faire un état comparatif dans cet ouvrage d'ailleurs, des périodes de sécheresse et leur incidence précisément sur l'économie agricole sénégalaise. Je l'avais fait avec un professeur de Princeton qui s'appelle Waterbury. Alors, quand Waterbury est venu, lui c'est un modélisateur, nous avons essayé de voir précisément quels devraient être les prix optimaux à offrir à nos agriculteurs pour qu'ils puissent améliorer leurs revenus. D'autant plus que, je l'avais montré déjà antérieurement, dans le cadre de l'accumulation productive, nous avions fondé essentiellement notre développement sur la rente agricole et sur la rente minière. Et justement, l'État a capté complètement ces deux rentes et parfois plus sévèrement dans l'agriculture que précisément au niveau des mines. Si bien que l'agriculteur était laissé exsangue. On ne lui laissait rien pour améliorer ses conditions de travail. Moralité, on retrouve ce que Chevalier a dit. Il dit, je suis passé au Sénégal il y a au fond une 60aine d'années. Vieux comme je suis repassé au Sénégal, je trouve toujours les mêmes personnes avec des haillons, habitant des toits de chaume, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Rien. Mais évidemment, on n'a rien laissé. On n'a rien laissé à l'agriculture pour améliorer ses conditions de travail. Alors, qu'est-ce qui manquait? Il a manqué précisément le crédit. Le crédit est fondamental dans tout développement. On a créé, ça encore, nous sommes renvoyés à Mamadou Dia, la Caisse nationale de crédit agricole, mais on ne lui a pas donné les moyens. On dit, ah oui, on lui a donné des moyens tellement faibles que la Caisse ne pouvait pas faire des investissements ni des prêts, en quelque sorte, ni des prêts aux petits agriculteurs. Compliqué, nous avons encore compliqué la situation en
comment est-ce qu'on dit nationalisation ou en socialisant l'agriculture. On a créé une loi qui faisait que la terre appartenait non plus appartient à l'État. Donc, la terre ne pouvait même plus servir comme on dit maintenant, en quelque sorte, ne peut même plus permettre à celui qui la possède de pouvoir effectivement trouver un crédit. Voyez un peu. Alors, c'est dans cet état qu'on a donc donné tout le pouvoir aux institutions financières internationales qui nous ont fait ces programmes-là. Est-ce que libéraliser? Oui, mais libéraliser. La libéralisation s'accompagne précisément pour une population dont les analphabètes, c'est à peu près 60 à 70%. Vous libéralisez, ils n'y comprennent pas grand-chose. Et non seulement vous libéralisez, mais vous enlevez les incitations. Alors, donc, la libéralisation de l'agriculture a été finalement un échec total. Autrement dit, on a abandonné l'agriculteur à lui-même. Deuxième élément, on a dit privatiser. Il y avait un début de machinisme agricole. Vous vous rappelez la Syscoman, qui était quand même un petit début. Les gens sont partis avec un processus de mécanisation bien moindre. Mais on a dit non, la Syscoman, c'est trop subventionné par l'État, on efface, on va faire autre chose, etc. Ça n'a absolument rien donné. Sinon que ce que les petits paysans pouvaient faire, n'est-ce pas, le charpentier, le forgeron, etc. Finalement, on lui a demandé de ne plus le faire et on lui offre absolument aucun outil de remplacement. Là aussi, ça a été vraiment, je ne dis même pas, un échec total. Et enfin, sur la régulation, on ne régulait plus. On a laissé l'agriculture. Bon, la Banque mondiale était venue avec ce slogan importer des céréales qui coûtent moins cher que si vous les produisez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On s'est dit, ah oui, on dit importer parce que l'Asie peut vous fournir le riz et autres pour nourrir une urbanisation accélérée et chaotique, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand on parle de bataille électorale ou de concession électorale fondamentale, c'est bien là où on s'est appuyé. C'est-à-dire, il ne faut pas que les villes soient mécontentes, donc on leur offrira précisément une nourriture bon marché. N'est-ce pas? On joue sur le ventre. Alors, et à partir de ce moment, bon, il n'y a aucune politique, en quelque sorte, aucune politique permettant précisément d'aboutir à la souveraineté alimentaire. À l'époque d'ailleurs, René Dumont avait mis un rapport avec un de ses assistants qui m'a invité à un colloque. J'avais fait un article très provocateur que j'ai retrouvé d'ailleurs ces derniers temps. Merci pour m'avoir permis de retrouver ça dans ma bibliothèque. J'avais dit Asie grenier vide, Asie grenier plein, Afrique grenier vide. Or, pendant la colonisation, c'était exactement le contraire. Les greniers étaient pleins en Afrique, vides en Asie.
pour nous les plus âgés, hein, les grandes famines, c'était en Chine, c'était en Inde, on les montrait effectivement, on les montrait mourant par milliers ou par millions, etc. Bon, subitement tout ça. Et premièrement, deuxièmement, il y avait l'aide alimentaire. L'aide alimentaire était essentiellement orientée vers l'Asie. Les PAM, le programme d'alimentation et de nutrition, était effectivement destiné à l'Asie, pas principalement à l'Afrique. Mais les choses se sont inversées tout de suite, depuis que les politiques d'ajustement structurel sont intervenues. Nos greniers sont vides parce que ce n'était plus l'objectif. L'objectif n'était pas précisément l'autosuffisance alimentaire. Alors, comment faire? Ça m'a permis de dégager à peu près les conditions de l'agriculture. Ça, de 80 jusqu'à 2000. Alors, ça a été une période qui a été une période très difficile, très, très difficile pour le pays. Et l'alternance est intervenue. Je dois dire que nous sommes pour beaucoup, surtout les intellectuels, nous sommes pour beaucoup dans cette situation. Nous n'avons pas réagi assez vigoureusement et nous n'avons pas effectivement supporté, en quelque sorte, nos recherches vers les décideurs. Un universitaire ne décide pas. Un intellectuel ou un chercheur ne décide pas. Il cherche. Mais il faut qu'il soit accompagné par des hommes de talent qui, effectivement, restent les débouchés des intellectuels. Mais si, évidemment, ces hommes de talent, la bande à Matar, j'allais dire, hein? Si ces hommes de talent ne diffusent pas précisément ces recherches qui sont cachées dans nos bibliothèques, dans les machins, évidemment, bon, mieux vaut jeter nos recherches au panier à crabe. Parce que ça sert à rien. Alors, et nous ne nous sommes pas battus assez pour effectivement pour donner, en quelque sorte, aux décideurs des orientations, en tout cas des éléments de décision. Alors, si bien que dans la deuxième partie de mon texte, là, vous le verrez, voilà, dans la deuxième partie de mon texte, j'ai essayé de voir quels sont les axes d'une stratégie pour l'émergence d'une agriculture performante. Ça, c'est un ouvrage qui est écrit en 1980. Les axes d'une nouvelle stratégie pour l'émergence d'une agriculture performante. Alors, là aussi, je vais résumer rapidement, peut-être parce que c'est peut-être dans la discussion que nous pourrons avoir précisément de plus importantes contributions, et en même temps, ça nous permet précisément aux uns et aux autres d'apporter leur contribution pour faire avancer justement la problématique. C'est pourquoi j'ai commencé par comment organiser la production en vue de la relance de la croissance économique. Mamadou Dia disait, pour former un surplus, nous nous fondons précisément sur la rente minière, sur la rente agricole et minière, mal utilisée. Et en fait, ça n'a pas permis d'avoir justement un fonds d'accumulation nécessaire pour le financement d'autres secteurs. La rente minière, c'est les autres, parce que les mines ont été complètement rétrocédées aux autres. Alors, dans le chapitre 1, c'était l'organisation de la production
et de la croissance. Mais c'est resté un problème extrêmement important. Comment organiser précisément la production agricole? Autrement, quelles sont les filières? Quelles sont les filières les plus importantes? Une fois qu'on a réglé ces problèmes-là, le deuxième problème à régler, c'était comment réorganiser les infrastructures de base pour l'agriculture. Les routes, etc., l'électrification, le progrès technique, etc. Tout ça reste précisément, doit être programmé de façon extrêmement claire. Alors, deuxième élément, le premier étant l'organisation de la production, le deuxième élément, c'est les conditions institutionnelles et techniques. Qui va gérer? Est-ce qu'on va mettre précisément une gestion par le marché ou alors va-t-on avoir une gestion de l'État, mais moins lourde que ce qui s'était passé? De toute manière, là aussi, le problème de la coopération s'est posé. Quelle forme de coopération? Quand on dit coopérative, on a l'impression de dire, ah, ça c'est les marxistes-léninistes, c'est des institutions. Mais c'est pas vrai. Le Canada s'est développé avec des formes de coopératives extrêmement bien pensées et des coopératives qui sont rentables, n'est-ce pas? Alors, mais cette coopération devrait permettre d'impliquer directement les acteurs dans la gestion de leurs propres affaires, ce qui les concerne en termes de production, en termes d'instruments de travail, en termes etc., etc. Mais tant que nous pensions qu'on pouvait laisser l'agriculteur à lui-même, évidemment, ça ne nous donnait pas ça ne nous donnait pas de bons résultats. D'autant plus que j'avais fait cette comparaison. J'ai dit au fond, quelle est la productivité par actif rural quand l'agriculteur est encadré? Est-ce qu'il est plus productif que quand il ne l'est pas? Non, quand il ne l'est pas, il reconduit des traditions. Donc, c'est un peu un mimétisme du surplace, en quelque sorte, comme on pourrait dire. Mais alors, donc, je pense que c'est extrêmement important. Troisième élément, la planification du perfectionnement de la technique et de l'utilisation généralisée des facteurs de modernisation de l'agriculture. C'est là où c'est extrêmement important. Quelles sont nos priorités? Nous ne pouvons pas gérer un secteur sans savoir les priorités qu'on lui assigne. Une fois que vous avez dégagé les priorités, il faudrait des institutions qui les gèrent et qui les programment de façon à ce que ça se réalise. Et enfin, la reconquête, je dis bien la reconquête du marché urbain. Parce que parallèlement, si nous regardons, le Sénégal s'est urbanisé très rapidement. Le marché urbain, c'est là où effectivement vous pouvez trouver les gens qui sont privilégiés par la fortune, qui peuvent acheter leur nourriture, etc., etc. Je l'ai mentionné dans la première partie du texte que je peut-être pas sur lequel je suis passé rapidement. Si nous regardons quels sont ceux qui prennent le pain, mais c'est dans les villes. Le pain nous apporte 10% de calories au Sénégal. Donc, moins que le Nyeleng du Saloum, ou en tout cas le lard du Baol, du Kayoria. Alors, donc, il y a nécessairement une planification qui s'impose pour voir précisément la politique adéquate, les politiques adéquates qu'il faut appliquer. Et troisième et dernier élément, le crédit agricole.
Évidemment, le crédit agricole, le banquier n'est pas un samaritain. C'est quelqu'un qui vit de ça. Donc, il faudrait d'abord qu'on règle les problèmes fonciers. Hein? Si nous ne réglons pas les problèmes fonciers et qu'on mette un crédit agricole, ça ne marchera pas beaucoup. Ou en tout cas, il y aura quelques privilégiés. Alors, voilà donc, si vous voulez, les quelques éléments. Justement, maintenant, on peut faire appel à des pratiques que nous connaissons bien, les structures fonctionnelles d'encadrement et de participation des acteurs à l'élaboration des politiques. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui, en réalité, constitue le point central que justement les décideurs ont oublié. Évidemment, j'ai fait une analyse, mais j'en passe, c'est pas très important. J'ai fait une analyse de l'agriculture de 2000 à nos jours. Ça serait trop long à dire. Mais il y a quand même un programme qui a été un programme génial. C'était la Guana. La Guana était un programme génial du point de vue de ses objectifs, du point de vue de sa vision, etc. Mais alors, sa gestion institutionnelle était complètement nulle, voire même absente. Ça aussi, moi j'étais l'étudiant d'Abdoulaye Wade, je sais bien, c'est sa conception libérale. L'État doit intervenir le moins possible. Il faut responsabiliser exactement les acteurs parce qu'ils savent mieux gérer leurs propres intérêts. Je lui disais d'ailleurs à l'époque amicalement, mais vous allez vous tromper lourdement. Et c'est arrivé. Mais si on avait mis une institution de gestion, plus effectivement tous les crédits d'accompagnement possibles, les orientations étaient là. On avait même chiffré précisément ce qui aurait pu être les offres en termes de nourriture, etc., etc. Donc voilà en quelque sorte les grands problèmes de notre agriculture. Nous pouvons nous nourrir si nous le voulons, si nous nous donnons de bonnes politiques en conséquence. Mais une fois encore, une politique agricole doit être assise sur des fondements extrêmement solides, sur une vision stratégique qui implique précisément les acteurs les plus concernés. Ça, en tout d'ailleurs, en tout. Vous ne pouvez pas faire le bonheur des uns sans eux. Pas possible. Pas possible. Il faut qu'ils y participent d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je dis bien, nous devons faire attention, nous devons faire très attention dans précisément toutes les sollicitations que nous voyons autour de nous et toutes les implications stratégiques, n'est-ce pas, dans lesquelles on veut précisément nous conduire. Et cette guerre en Ukraine, je ne me prononce pas, mais je me dis, j'ai fait vous verrez dans le document, quelle est la consommation de blé en Afrique subsaharienne. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria un peu, et le Sénégal un peu, mais vous verrez dans le graphique, il y a très peu. Donc l'orage, la famine en orage qui guette l'Afrique, moi je me dis où est-ce que ça se trouve? Quel est son lien véritable? Alors, avec précisément notre situation. Je donne le cas de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent bien ce pays-là, vous pouvez fréquenter précisément tous les maquis. Vous ne verrez pas un bout de pain. Hein, Mata? Vous ne verrez pas un attiéké, banane plantain, etc. Pain, nulle part. Et il ne vous arrivera même pas de demander le pain. Les tubercules sont là. Donc, nous pouvons effectivement, et ça aussi, à l'une,
j'attire toujours l'attention des chercheurs. Il faudrait qu'on étudie la consommation urbaine. J'ai fait des notes et des notes au directeur de l'ANSD. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire d'appréciation sur l'agriculture, sur ses performances, si vous ne connaissez pas précisément ce que j'appelle l'hyperconsommation urbaine. Que consomme l'élite? Est-ce que cette consommation de l'élite, est-ce que c'est une consommation précisément générale, comme ça nous est arrivé avec le riz? On nous a imposé le riz, la rizification effectivement est intervenue, mais en fait, ce n'était pas dans nos habitudes alimentaires. Ce sont les élites qui ont commencé à faire ça. La colonisation voulait une cohérence dans son système. Faites l'arachide, on vous fera quelque part le riz, et puis on vous l'importerez et on exportera l'arachide. Vraiment, c'est cohérent du point de vue de la colonisation. Et nous avons continué ce schéma de consommation. À telle enseigne qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder, il y a deux choses qui nous manquent dans nos services statistiques. L'étude de la consommation et ensuite l'autre, les revenus ruraux. On ne connaît rien des revenus ruraux. Très peu. Très peu. Moi, j'avais essayé. Dans mon 3e ou 4e ouvrage sur le défi, j'avais dit au fond, bon, j'ai fait un tout petit peu. Les ruraux sont-ils plus heureux aujourd'hui que demain, qu'aujourd'hui qu'hier? Certains vous disent, non, on était plus heureux hier. Puis nous, dans le ay ñeleng ay ceeb ak ay cere ak mbuum kii cere mbuum ak di demee noonu. On était bien portant, on mangeait bien. Mais quand le pain est venu, le riz est venu, le pain ensuite, etc., les maladies se sont multipliées. Mais ça, les gens vous le disent parfois dans quelques équipes que nous conduisons dans des enquêtes. Voilà donc, chers amis, je m'excuse d'avoir été long. Mais une fois encore, notre modérateur disait au départ, tous les problèmes que nous posons sont de vieux problèmes. Nos politiques économiques pèsent par 3 éléments. Et c'est le secteur agricole et le secteur de l'éducation qui en pâtissent le plus. Le premier élément, c'est que nous pensons que la croissance règle tout. 6%, oh là là, non, je veux 7%, ah non, je veux 8%. Ils ne savent pas que de toute manière, bon, la croissance est importante. Loin de moi l'idée de dire que c'est très important. Mais quelle croissance? Et la croissance, comment nous l'obtenons précisément? Ça, c'est une de nos erreurs fondamentales. Deuxième de nos erreurs fondamentales, nous pensons que de toute manière, tout doit être conçu dans un cadre de compétitivité. Il faut être compétitif, oui. Mais la compétition suppose précisément qu'on dote nos acteurs de possibilités plus grandes. Alors, quand je dis tout ça, on me dit, mais alors, et qu'est-ce que vous allez vous proposer à la place? Des fois, je dis, je ne propose rien du tout. Ce n'est pas à moi de proposer, à moins que vous me fassiez président de la République. Je le disais souvent au président Wade. Il dit, mais qu'est-ce que tu proposes? Moi, je ne propose pas, c'est toi qui me... Je ne propose pas, je viens, je t'insulte, je dis ce que je pense, et puis bon. Et ce que j'ai trouvé également de reste, c'est à vous de décider. Alors, mais des fois, je dis, quand même, il y a 2 choses. Nous ne pouvons pas faire ces pays-là sans avoir les yeux fermés sur le social. Donc, au lieu d'avoir une économie pure et dure, nous devons faire une économie sociale du développement. Parce que c'est l'état des acteurs, premièrement. Deuxièmement, nous devons accepter plus
et investir plus dans les techniques à tous les niveaux. Car nous vivons dans des sociétés du savoir. Les sociétés du savoir, c'est-à-dire en fait la technique et les innovations se démultiplient de manière absolue, se progressent de manière rapide et accélérée, et l'accès à ces technologies devient impossible. Mais imaginez les pays, vous comparez le Sénégal en 1960 et la Corée en 1960, le Sénégal avait meilleure dotation factorielle naturelle. Sur tous les points. La Corée avait $1000 par tête d'habitant, 1065 je crois, le Sénégal autant. En 60. Aujourd'hui, la Corée est à 35 000, 45 000 $. Le Sénégal est toujours à 1000, ne dépasse pas $1500. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites la même comparaison avec les Chinois, la même comparaison. Moi, j'ai fait dans mon dernier ouvrage sur la mondialisation cette étude comparative. Je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est parce que nous sommes des nègres ou parce que nous pensons mal, parce que... Mais il faut qu'on sache pourquoi on en est là. Est-ce que nos politiques, pourquoi, si c'est la responsabilité de nos politiques, mais pourquoi nos politiques proposent-ils toujours des programmes qui échouent lamentablement et on les répète? Pourquoi? Pour qu'on s'interroge sur ça. J'espère donc, si vous regardez le texte, je vous l'offre, hein. Vous verrez précisément le questionnement, c'est le questionnement sur l'agriculture aujourd'hui. Tant qu'on ne réglera pas ces questions, évidemment, nous ne risquons pas de bouger. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le professeur. Je lui faisais de petites confidences en lui disant « gérons le temps ». Mais l'intérêt de la démarche, c'est que nous avons tellement avancé qu'aujourd'hui, on a des chances d'être à l'heure. Maintenant, de telles occasions ne sont pas fréquentes. J'ai pensé qu'il était utile d'en tirer le maximum. Je me souviens quand Cheikh Anta vous réunissait avec les Mamoussés à l'université, oui, nous on était jeunes étudiants. Cheikh Anta disait, vous allez prendre le relais. Pour prendre le relais, il faut comprendre mes théories, mais surtout je veux mettre l'accent sur leur faiblesse pour que vous puissiez prendre le relais. Donc je crois qu'il est important à ce niveau-là, Moustapha Kassé, donc comme il dit, avec Ablaye Wade, l'école de Dakar, donc ils ont essayé d'apporter au moins une note sénégalaise. Je crois qu'il est important, c'est par cela qu'il a commencé d'ailleurs. Les cadres de concertation et de réflexion sont de plus en plus rares dans nos pays. Il nous met en garde. Quand on dit crise, ce qui est crise pour les uns ne l'est pas pour les autres. La crise, c'est ce qu'on n'a pas vu venir. Quand dans certains pays, on fait de la prospective, eh bien, on planifie les crises. Mieux encore, ce qui est terrifiant, pour justifier un programme de relance de leur économie, on fait d'une guerre des nations civilisées la guerre contre l'Irak. Mitterrand était le seul obstacle et Colin Powell, qui l'a amené à se décider, l'a manipulé puisqu'il lui a présenté des usines qui étaient des industries pharmaceutiques en lui disant c'est des industries nucléaires. Et les Français ont pensé avoir compris. Ils se sont alignés aux côtés de l'Amérique pour justement faire la guerre des nations civilisées. Mais l'Amérique d'abord avait déjà négocié avec le Koweït et l'Arabie saoudite pour dire je vais vous apporter mes armes qui vous permettront de vous défendre, mais c'est vous qui allez les acheter. Donc, on a un objectif de redéploiement de l'activité militaire des usines de guerre. Quand les Français se sont rendus compte du fait que la guerre était en train de se terminer, mais ils ont découvert que les Américains avaient signé 80% des marchés de reconstruction du Koweït et de l'Arabie saoudite et de l'Irak. Aujourd'hui, on est en Ukraine.
on est en train de parler de 750 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. Ce qui veut dire quand même que ceux qui sont à l'origine de ces phénomènes les connaissent, les manipulent et les maîtrisent. Donc, gare à nous, si nous ne comprenons pas, si nous venons justement dans ce concert des nations en oubliant que le management au niveau des pays, c'est un art de guerre économique. Je crois qu'il est fondamental de le comprendre. Tout à fait. Maintenant, les enseignements qu'on peut tirer de la présentation de Moustapha Kassé ne s'arrêtent pas là. Il nous dit quand même au début, il y avait au moins une volonté politique. Il y avait même une réflexion qui avait donné des orientations. Maintenant, dans l'opérationnel, il y avait un ensemble de choses qui n'étaient pas là, qui ont fait défaut et qui fait que, donc, on est arrivé pratiquement à un constat d'échec. Et il est fondamental à ce niveau-là aussi de voir que si les politiques, l'État développeur a conduit justement à des sociétés qui étaient déficitaires, c'est ça qui a légitimé l'intervention des institutions de Bretton Woods. L'essentiel de nos politiques sociales, l'essentiel des activités de l'État développeur a disparu. Et en plus, il nous a comparé aux Ivoiriens pour dire que vous avez le mérite et l'inconvénient d'avoir été colonisés 300 ans, alors que les Ivoiriens n'ont été que pendant 100 ans. Jeunes gens, vous allez découvrir que ce sont les Sénégalais à qui qu'on a installé dans l'idée qu'ils étaient citoyens français, alors que leurs vis-à-vis ivoiriens étaient des sujets. C'est ceux-là qui ont colonisé la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez comprendre que l'administrateur des colonies sénégalais voulait à sa table avoir son pain quand l'Ivoirien se contentait de son attiéké. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de payer les prix. Et ça, c'est un raccourci pour justement parler de nos habitudes alimentaires. Je crois que là aussi, le professeur a suffisamment insisté. Jamendo.com